Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Héros du Passé. Nous sommes une association de reconstitution historique, on fait surtout de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, mais on avait envie de vous parler d'histoire, et c'est ce qu'on fait justement aujourd'hui avec cette chaîne YouTube. Je suis Stanislas, secrétaire, et je serai votre guide pour la vidéo d'aujourd'hui. Et pour cette première vidéo, je vous propose de parler de la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871. Petite mise en contexte avant ce conflit, pourquoi est-ce que la France déclare la guerre à la Prusse? Depuis les années 60, la Prusse mène une politique plutôt agressive et elle a réussi à passer d'un petit État à une des premières puissances européennes. En 1864, le Danemark lui déclare la guerre et la Prusse va l'emporter largement, notamment grâce au canon Krupp déjà à cette époque. Et en 1866, la Prusse essaye de devenir la première nation, le premier État en tout cas, à parler allemand et donc en quelque sorte l'État chef de file des autres États de la Confédération germanique à l'époque. Sauf que ça embête l'Autriche. L'Autriche, c'est sa place à elle, c'est les vacances au soleil. Donc l'Autriche s'oppose à la Prusse en 1866 et c'est la Prusse qui va l'emporter. Ce faisant, l'Autriche se voit isolée de sa mainmise sur les autres États germanophones et la Prusse se retrouve avec une confédération d'États qui sont prêts à lui jurer fidélité puisqu'elle va mener une alliance militaire qui s'appelle la Confédération des États d'Allemagne du Nord qui sera créée en 1866. Du côté de la France, depuis 1851, elle est dirigée par un nouvel empereur, c'est le neveu de Napoléon Bonaparte. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte et il était président de la Seconde République et il a décidé de devenir empereur. Et la France se retrouve à nouveau avec un empereur. Donc, par contre, c'est un régime qui va être plutôt stable, il va durer 19 ans, ce qui à l'époque est plutôt pas mal pour un régime politique en France. Ce nouvel empereur décide donc de partir du constat de la défaite de son oncle, et les États qui ont décidé de faire la guerre à l'Empire français de l'époque doivent s'unir avec la France. L'Empire, c'est la paix, dira Louis-Napoléon Bonaparte. Et il a plutôt raison. En 1854, la Russie décide de déclarer la guerre à l'Empire ottoman, qui est soutenu par la Grande-Bretagne. Ce faisant, la France décide de déclarer la guerre à la Russie pour être aux côtés de la Grande-Bretagne, et la guerre de Crimée va permettre à la France et au Royaume-Uni de mener une alliance qui est toute nouvelle, pour la première fois dans l'histoire de ces deux pays, en tout cas dans l'histoire contemporaine. Il va y avoir un véritable acte d'amitié entre les deux pays, et à tel point que la reine Victoria et l'empereur déchu vont se voir durant les années 72-73, puisqu'ils étaient très proches. En tout cas, on reprend à l'affaire d'aujourd'hui. On est donc à la fin des années 60 et Napoléon III est vieux et malade. Il a la maladie de la pierre. En fait, il a un caillot dans l'un des reins et ça le fait extrêmement souffrir. On va donc maintenant passer au chef de la Prusse et de la France à l'époque. Le roi de Prusse s'appelle Guillaume Ier. Il est accompagné par le président et chancelier Otto von Bismarck et le chef d'état-major von Moltke depuis la guerre du Danemark en 1864. Donc ils sont ensemble depuis un sacré bout de temps, les trois roublards. Ils sont conscients que l'armée a un pouvoir énorme, surtout en cette époque un peu troublée pour l'Europe, et ils vont décider de mettre tous les moyens pour développer cette armée qui regroupe désormais la Confédération des États d'Allemagne du Nord. Donc ça fait quand même pas mal de monde, on va revenir dans le détail après. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon, et il veut surtout légitimer sa succession pour pouvoir transmettre l'Empire à son fils. Et sa femme, l'impératrice Eugénie, le pousse vraiment dans ce point. Peut-être un peu trop même, puisque la France va mener une expédition au Mexique qui sera un échec cuisant. Et ils vont essayer d'acheter le Luxembourg. Et ça va mal se passer, comme vous pouvez vous en douter, puisque le Luxembourg n'est pas français. Et ces deux étapes vont symboliser une crise dans les relations entre la France et les autres États qui lui faisaient confiance, donc à l'époque, surtout le Royaume-Uni. Ça va un peu isoler la France sur le plan diplomatique, ce qui fait les affaires d'Otto von Bismarck.
Pour faire court, on est donc en mai, juin, juillet maintenant, 1870, et le trône d'Espagne a besoin d'un nouveau roi. Donc il demande à toutes les familles européennes d'envoyer un candidat. Et c'est ce que vont faire les Prussiens, puisqu'ils vont en proposer un des membres de leur famille. Sauf que ça ne plaît pas du tout à la France qu'il y ait un nouvel ennemi, donc la Prusse, qui envoie un des membres de sa famille royale chez un ancien ennemi, donc l'Espagne. Ça va donc être une escalade de tensions et le début d'une crise politique qui va culminer en la visite de l'ambassadeur de France au roi de Prusse, parce que le roi de Prusse, il n'a pas envie de faire la guerre à la France. L'ambassadeur est vraiment ravi de cette entrevue, puisqu'il venait en demandant un papier attestant que plus aucun membre de la famille royale de Prusse ne demanderait le trône d'Espagne. Le roi de Prusse répond poliment que sa parole suffit. Donc tout le monde est content. Sauf que ça ne plaît pas du tout à Otto von Bismarck, et lui il va décider de faire passer l'ambassadeur de France pour un sombre idiot en manipulant l'opinion. Il va envoyer des dépêches à des journaux internationaux et français. L'opinion française va s'en mêler et va se croire insultée, et l'opinion française va demander la guerre à son empereur. Et on se voit donc le 19 juillet 1870 par la déclaration de la guerre de la France à la Prusse. Comme je vous l'ai dit, les États allemands qui sont maintenant dans l'Allemagne du Nord sont gérés et soutenus par la Prusse, notamment dans une alliance militaire qui s'appelle la Confédération d'Allemagne du Nord. Et les États au sud de cette confédération, ils sont plutôt pro-France. Mais là, ça change tout. La France agresse la Prusse et la Confédération, et les États du sud de l'Allemagne vont décider de s'unir tous ensemble. On a le royaume de Bavière, le royaume du Wurtemberg, le grand-duché de Bade et le grand-duché de Hesse-Darmstadt. Désolé pour la prononciation. Donc ces quatre États-là vont s'allier à la Confédération, qui va s'allier à la Prusse, et tous ensemble ils vont faire front uni contre la France. Ça tombe mal, ils sont plus nombreux que nous. Au total, il va y avoir 1 200 000 soldats prussiens et allemands face à 900 000 soldats français. Et en sachant que la France dispose d'une armée professionnelle à l'époque de 265 000 soldats, et les Prussiens, leur armée fait 500 000 soldats. Déjà, ça commence mal. On est donc fin juillet 1870, la mobilisation commence et la bataille des frontières va avoir lieu tout au long du mois d'août 1870. Les Allemands vont réussir à prendre l'initiative, notamment lors de la bataille de Fröschwiller-Wörth, le 6 août 1870. Les cuirassiers français essayent une charge désespérée, un sacrifice fou pour protéger l'armée et arracher une victoire. Sauf que les cuirassiers chargent face à la 3e armée prussienne qui est composée de 130 000 hommes. Et même si le fusil de Dreyse des Allemands est moins important, moins fiable que le chassepot français, ça n'empêche que les cuirassiers vont vraiment être sacrifiés pour rien. C'est jeter un verre d'eau dans un incendie à ce niveau-là. Ils chargent même 2 fois, donc c'est pour vous dire comme ils étaient acharnés, comme ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme prévu. L'armée française commence à reculer déjà. On avance un peu dans l'histoire, on est le 18 août 1870. Et là, c'est la bataille de Gravelotte ou de Saint-Privat, qui vaut une autre défaite française. Une défaite qui va avoir comme conséquence que le général Bazaine va prendre son armée composée de professionnels, 180 000 soldats, 6 000 officiers et 1650 canons, et ils vont s'enfermer dans Metz, et ils vont plus bouger. Du 18 août jusqu'au 27 octobre. Mais on y reviendra après. Les armées prussiennes et allemandes remontent donc vers Sedan à la traque de l'armée et de l'empereur français. Ça va très très mal se dérouler pour les Français. Les Prussiens arrivent le 1er août et ils vont maintenir la pression, ils vont encercler la ville. Le 1er septembre, ils commencent à bombarder la ville, ça va durer 24 heures. Le 2 septembre, l'empereur abdique avec son armée. Il abdique avec 39 généraux, il abdique avec 70 000 soldats et 400 canons. Ça fait beaucoup de monde. Et là, il aura un geste qui sera très noble, puisqu'il va dire à son homologue prussien que lui abdique, mais l'État français ne se rend pas. 2 jours plus tard, on est à Paris et le Parlement français apprend la nouvelle et ce sera le général Trochu et Louis Gambetta qui décident de proclamer la Troisième République
et surtout la naissance du gouvernement de défense nationale. Ils vont également proclamer la patrie en danger, ça c'est similable à l'an 2 de la République, donc en 1793, quand les coalisés étaient autour de la France et la France a réussi à lever en masse un nombre important d'hommes et elle a réussi à tenir tête à ces armées coalisées et même à remporter la bataille finale. Donc le plan du gouvernement de défense nationale, c'est de faire la même chose. Donc l'heure n'est pas du tout au défaitisme, et les Français vont continuer à se battre pendant encore quelques mois. Le problème, c'est que dès le 17 septembre, Paris est encerclé. Il va y avoir plusieurs tentatives de sortie par les forces de garnison, et plusieurs tentatives de libérer Paris. À chaque fois, ça va être un échec. Il va y avoir des batailles tout au long de la guerre pour libérer Paris, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et là, fin octobre, le 27 octobre, Bazaine décide de capituler dans Metz sans avoir tenté de sortir, avec ce qui restait comme la meilleure armée française. Il se rend avec toute la garnison et les Prussiens qui gardaient la ville de Metz et qui l'encerclaient vont pouvoir rentrer dans le territoire français un peu plus pour pouvoir soutenir les autres armées. Pendant ce temps, un tout autre exemple, à Belfort, depuis le début de la guerre, le commandant d'Enfer Rochereau dit à ses hommes de tenir la garnison, et eux, par contre, ils vont se rendre beaucoup plus tard. On y reviendra après. Louis Gambetta, c'est le ministre de la Défense. Il est dans Paris encerclé, et il va y avoir un des épisodes célèbres de cette guerre, puisque comme le gouvernement est à l'extérieur de Paris, il a besoin de se rendre pour diriger le gouvernement. Et donc il va s'évader de Paris en ballon le 7 octobre. Pendant ce temps, il y a des armées qui vont se mettre en place, des armées majoritairement composées de conscrits, de civils. Donc il va y avoir l'armée du Nord, l'armée de la Loire, il va y avoir l'armée de l'Est, et les volontaires étrangers, puisqu'il y a quelques étrangers, pas des États, mais qui décident de soutenir la France, qui vont composer l'armée des Vosges, dont un certain Garibaldi, quand même. C'est l'armée de la Loire qui est chargée de libérer Paris, mais elle va être définitivement repoussée hors d'Orléans le 8 décembre. L'armée du Nord, elle parvient par contre à protéger les régions du Nord et du Pas-de-Calais. Et l'armée de l'Est était en route pour Belfort, mais elle échoue sur la route. Elle se retrouvera complètement abandonnée lors du premier armistice à la fin du mois de janvier. Là, janvier 1871, ça commence vraiment à sentir le roussi. Tout le monde s'en rend compte, les Allemands, ils ont toujours Paris, ils continuent à avancer. Il n'y a pas grand monde qui semble pouvoir arrêter l'avancée allemande. Et pour enfoncer le clou, le 18 janvier 1871, comble de l'humiliation pour les Français, puisque les Prussiens décident de déclarer la naissance de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. En pleine guerre. Sans avoir demandé la permission en plus. C'est donc la consommation de l'échec du gouvernement de défense nationale. Et 2 jours plus tard, le 20 janvier 1871, les Français demandent un armistice aux Prussiens. Il va être signé le 26 janvier, mais par contre il ne va pas du tout concerner la partie de l'Est de la France. C'est normal parce que les Allemands, désormais il faut les appeler les Allemands, l'Empire allemand est enfin né, ils demandent des territoires et ils sont en train de négocier avec les Français pour savoir combien est-ce qu'ils peuvent récupérer. Sauf qu'il y a des mecs qui sont en train de se battre là-bas. Si vous avez suivi, il y a même Belfort qui est toujours en train de se battre. Et finalement, armistice final qui sera signé le 15 février. Et Belfort recevra l'ordre de se rendre. D'Enfer Rochereau va donc mener les négociations avec les Allemands et il va obtenir de sortir de la forteresse le 18 février 1871. Et les Allemands vont se mettre sur les alentours de la route, chacun d'un côté. Et les Français vont même avoir l'honneur de sortir avec leur drapeau et leurs fusils. Et les troupes allemandes vont rendre les armes et rendre les honneurs à cette garnison française qui s'est battue jusqu'au bout et avec honneur. Conséquence, 139 000 morts du côté français, un peu plus de 50 000 pour les Allemands, une épidémie de variole dans les deux côtés, et il y a même la Croix-Rouge qui va être pour la première fois à l'œuvre et qui va avoir beaucoup de travail à cette période-là. Par contre, la France doit céder beaucoup de territoire à l'Allemagne. Il y a le Haut-Rhin, sauf le territoire de Belfort, il y a aussi le Bas-Rhin, une très grande partie du département de la Moselle,
une grande partie du département de la Meurthe et une toute petite partie du département des Vosges. Le territoire de Belfort devait à la base être donné aux Allemands, mais comme la garnison a tenu jusqu'au bout, l'empereur allemand a permis d'échanger Belfort contre une partie des territoires vosgiens, là où la garde impériale allemande s'est battue et où une grande partie est morte. Guillaume Ier appellera ce territoire le tombeau de sa garde. Et pour nous humilier encore plus, les Allemands vont demander une indemnité financière qui s'élèvera à 5 millions de francs or. À l'époque, c'est une somme quand même. D'ailleurs, même de nos jours, ça doit être une somme pour tout vous dire. Les troupes allemandes vont occuper une partie de la France jusqu'en septembre 1873. Ils vont même installer leur quartier général à Compiègne. Compiègne, une ville qui deviendra importante, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale pour un certain armistice. Mais là, je vais un peu trop loin, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Les conséquences de cette guerre, c'est un truc tout bête. La France, l'Empire français avait gardé la ville de Rome et les États papaux pour les protéger le pape. C'était un but politique, hein, clairement, mais l'armée française gardait une partie d'Italie. Sauf que l'armée elle a réquisitionné dès 70 pour le territoire national. Donc les Italiens récupèrent les États pontificaux et la ville de Rome, décident de nommer la ville de Rome capitale italienne en 1870, en septembre pour être précis. La Prusse était le chef d'une alliance militaire et deviendra la première puissance militaire d'Europe et un empire. C'est la première fois d'ailleurs où la nation allemande se retrouvera en une seule unité politique et donc c'est elle qui est le plus gagnant dans cette guerre. Et enfin, en 6 mois, la France perd son empereur, son empire, elle a perdu plusieurs centaines de milliers de soldats, une bonne partie du territoire de l'Est et surtout c'est un gros frein à son ambition coloniale de l'époque. Enfin surtout, c'est la fin des informations que je voulais vous donner aujourd'hui. C'était un sujet complexe qui a demandé pas mal de recherches, mais qui a surtout beaucoup de ramifications. On a fait le choix de ne pas vous parler de tout ce qui se passe durant cette guerre, parce que la vidéo serait vraiment énorme, ce serait un documentaire de plusieurs heures, clairement. Donc moi je vous invite à consulter par vous-même des liens, à vous renseigner sur les sujets qui vous ont plu, sur les sujets qui vous ont parlé. Parce qu'il y a beaucoup de choses en quelques mois en fait. En tout cas, moi je vous retrouve pour une autre vidéo qui va vous parler d'une petite dizaine de sujets qu'on n'a pas pu aborder pendant la première. Ce sera sur des thèmes précis, toujours liés à cette guerre de 70-71. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la revoyote.